original. Bonjour, ici nous sommes dans les locaux de l'école de peinture de Poto-Poto et toutefois c'est un lieu de curiosité au fait parce que même si on parle de la culture congolaise, on a toujours envisagé, plus précisément à Brazzaville, on a toujours envisagé l'école de peinture de Poto-Poto qui est comme un lieu de culte, d'inspiration. Alors pour sa création, la date retenue est les années 1950. On dit Poto-Poto est créé en 1950, sinon les années 48 déjà, l'école avait déjà sa nidation, sur tous ces autres passés. Aujourd'hui, elle est créée par Pierre Roth. Pierre Roth fut un Français qui habitait le quartier Mungali, le quartier populaire de Brazzaville, le cœur même de Brazzaville. Il avait pour élèves, sinon pas élèves, autour de lui, il avait 3 pionniers, ou alors 3 travailleurs qui travaillent dans le compte de ses services, c'est-à-dire marmitons, cuisiniers, marmitons, blanchisseurs, et puis chauffeurs. Pierre de lui-même, il prenait le temps, menuisier, les marins, mais à Brazzaville, il se faisait de la menuiserie et tout petit peu de la peinture. Il ne peignait pas dans le cadre de donner certaines valeurs, il faisait ça pour son passe-temps. Mais ces 3 travailleurs que je venais de citer, menuisier, marmiton, blanchisseur et chauffeur, prenaient le temps de l'apprécier, de s'interroger, et en se disant que ce sont les mêmes types de travail qui peignaient dans les cases de leur maison, dans les pays Mboshi. En fait, autour de lui, c'était une famille Mboshi, avec du peuple Mboshi. Alors, qu'est-ce qu'il faisait avec Pierre après son travail? Il partait faire ses courses en ligne. Ondongo Nicolas, Elenga, Osialé, récupérer la palette de Pierre Roth, prenez les bouts de papier ici et là, rebadigeonner leurs émotions du village, leur nostalgie de chasse et autres. Et puis voilà, et tout en sachant que bientôt le patron sera là, il disparaissait. Alors, par contre, Pierre, quand il revenait, qu'est-ce qui se passe? Il constate que sur sa palette, les mélanges ne sont plus les mêmes qu'il les a. À qui demande d'eux? Ce sont des nègres. Mais toujours malades. Comme c'est une forêt. Est-ce que ce sont les diables de l'Afrique, les sorciers de l'Afrique, qui descendent de ces forêts, de ces arbres, pour venir peindre? Parce qu'on a toujours dit que là où il y a le noir, tout est noir, des esprits. Mais il commence à porter
à mener des investigations. C'est-à-dire qu'il sort par la grande porte, le grand portail, pour repasser par la petite. Sinon par la petite. Curieusement, il vient se trouver un d'eux en train de peindre. Étonné, émotionné, il dit qui vous a appris à peindre comme ça? Il dit non, depuis nos jeunes âges, dans nos villages mochis, on a toujours badigeonné, comme la peinture rupestre, les murs des cases, des ombres en quelque sorte, des filiformes, et ainsi de suite. Ah bon, vous êtes tous les peintres. Est-ce que vous pouvez me montrer ce que vous avez fait? Et effectivement, il y avait un lot, une série. Il dit mais on a toujours tendance à penser que la peau noire, c'est une peau qui ne réfléchit pas. Vous êtes des grands maîtres, vous êtes des génies. Il a commencé à prendre ça en considération. Il leur a demandé de ne pas recopier ou de reproduire l'art occidental. Vous allez continuer dans votre pays. Voilà, là où ce centre d'art, là ça devient maintenant un centre d'art africain. Au lieu que ça soit le nom porte de Pierre-Lot, la maison de Pierre-Lot. Tout ça là, ça n'existait pas. On va intituler le centre d'art africain parce que là, ils vont recruter des Tchadiens, les Camerounais, les Gabonais, tous ceux qui habitaient Brazzaville et qui s'intéressaient. Par contre, Brazzaville, comme ville en elle-même, avait aussi des peintres, mais pas comme les peintres traditionnels. Donc, quand l'homme, un Congolais ou un Africain qui venait consulter Pierre pour travailler ensemble, ce n'était pas impressionnant pour Pierre parce que tous les deux travaillaient sous la forme de l'art occidental. Donc il aimait bien retrouver les sources traditionnelles, originales de l'Afrique, sinon du Congo. C'est là où Poto-Poto, d'abord pas Poto-Poto de cette époque, mais l'art congolais, sinon l'art africain commence à prendre. Et au fil du tout, il va demander une subvention au gouvernement de l'AIF, donc l'Afrique équatoriale française, comme Brazzaville étant capitale de la France libre, et c'est là où ça donnait quelque chose de plus. Il demandait une subvention afin que acheter le matériel, faire voyager des œuvres, ainsi de suite. Voilà. En quelques secondes, qu'est-ce que c'est pour vous? Alors, l'arrivée de l'indépendance a fait qu'il n'y ait plus de subventions, c'est-à-dire du gouvernement français, sinon de l'Afrique équatoriale française. Comme auparavant, Sédar Senghor était passé ici, s'est intéressé à Pierre. Pierre ne pouvait pas quitter, mais comme il a constaté qu'il n'aura plus de subventions, il était obligé de léguer l'école gracieusement aux artistes évoluant à l'école naturelle. Et de là, puis alors il va partir à Dakar au Sénégal, et les Congolais, sinon les Africains qui étaient ici, continuent à faire la même chose. En 1966, Dakar va organiser le Festival des Arts Nègres. Puis on va inviter Nicole Bouchou, qui était parmi les 3 premiers, sinon premier dans la catégorie dessin. Dessin, ce n'est pas un dessin industriel, ce n'est pas un dessin académique, mais dessin dans le sens propre de nos dessins sous forme de la peinture. Le premier, c'était Christian Latier de la Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ont eu l'occasion d'arriver à Abidjan de cette époque, je ne sais pas si ça a changé. Vous voyez des gros monuments tissés comme ça, comme des lianes. Ça a été fait par Christian Latier. Et puis à l'Hôtel Ivoire, ceux qui connaissent, c'est et puis là, l'atelier d'art africain qui laisse le nom atelier d'art africain pour devenir l'école de peinture de Poto-Poto. Pourquoi? Parce que le gouvernement congolais en lui-même de cette époque voulait faire de ce local un camp de la gendarmerie, tout en disant qu'est-ce que vous foutez là? Et les artistes disent que nous sommes une école. Et qu'est-ce que vous enseignez? La peinture. Et c'est là, ça va devenir
en quelques lignes, Poto et son âme. Original.
si vraiment le tas de peinture avant le dessin. Si vous venez sur le demi-minute, et puis aussi vous venez sur, ça fait 4 ans. J'ai vu combien de fournitures. Ça m'a inspiré ce que ça me peut faire. Et je cherche que je sois encore un artiste. Ce que j'en pense pour moi, que je sois un artiste international. J'espère que ça ira. Les études, je vais me présenter à terminer. Pour terminer la formation, il faudra enseigner. Et après, c'est quand je ferai le diplôme, je serai pas artiste. Et après, responsable, on va dire merci, notre chef, je serai chercheur, ce que j'ai appris ici. Et moi, je parle bien. Et moi-même, si je veux aussi, que venir et dire le responsable a dit. Moi, je viens ici pour donner garder à faire, par exemple la commande, ce qui est bien voyage beaucoup. Moi, ce métier pour moi, c'est moi-même qui l'ai trouvé, c'est pas une autre personne qui m'avait choisi ce métier. Je ne fais pas une autre chose, sinon que ce que je fais. Là, j'ai 27 ans. En mai, à peine 18 ans. Moi, quand je fais ce métier, je suis très bien. Quand je tiens le personne. Je suis augmenté avec un nouveau centre de spectacle. Maintenant, ça fait un photographe. Beaucoup de gens s'intéressent à moi. Par rapport au mariage, je le vois jamais femme de 17 ans. Ce qui dessine de voir le dessin à Shanghai. Je suis aussi de faire aussi. Ce sont des livres, leur vie, passé. Vous voyez comment nous emporter les choses. Ils ont vu des choses pour se battre. Comme les Congolais et l'homme de l'étranger s'interrogent comment vivent les artistes de l'école de peinture de Poto-Poto. Les artistes de l'école de peinture de Poto-Poto ne vivent qu'avec leur pinceau. Ce qui a été recommandé, comme le disait Pierre Long, que vous avez un métier, comme disait aussi Maître Gomez, qu'on n'a jamais appelé un médecin génie, on n'a jamais appelé un général génie. Le génie, c'est vous les artistes, parce que vous vivez et vous créez. Donc vous avez les œuvres de l'esprit avec. Alors, même si d'un côté il y a ce que nous appelons traditionnellement une peinture alimentaire, mais vous avez l'expérience, le pouvoir créer des choses de la sorte. Tout le monde, quand il passe devant vous, il reste souvent sur les 3 points de suspension, sinon sur les points d'étoile.
sert pour cela. Comme le livre du Seigneur dit que prier sans cesse, par contre, chez les artistes ici, ils disent travailler sans cesse. Pourquoi? Quand vous ne pensez pas, quand vous ne travaillez pas, quand vous ne créez pas, vous n'êtes plus un artiste. Et nous vivons à partir à la base de leur créativité. Sans ça, nous ne sommes ni fonctionnaires, ni travailleurs de l'État. Nous sommes des indépendants. Quand ça vient, on crée, quand ça vient, on fonctionne. Voilà un peu près. Nous évoluons en association, bien sûr. Et de temps à autre, il y a des invitations à travers le monde. On sait bien que notre dernier voyage, c'était une résidence, disons à Rennes, sinon dans les petites cités de caractère en France, la Manche, en Bretagne. On a eu à passer ou à travailler sur 22 petites cités de caractère. Donc c'est pas de la. On a plusieurs fois voyagé à travers le monde, mais cette fois-ci, la France, une association française qui nous a pris en charge, que ce soit les billets, les logements, les derniers, pendant un mois et 10 jours. Je dis qu'on a quand même de la valeur, même si quelque part on est venu. Bon appétit. Merci. Donc ici, nous sommes sur le hall de l'établissement. Sinon, il est appelé école parce que nous recevons des apprentis et les apprentis ne sont pas forcément des Congolais. C'est le monde entier qui vient. Dernièrement, il y a une Chinoise qui est venue s'inscrire pour monter, pour aller chercher à travailler comme un peintre de couteau. Vous avez des tabous de maîtres qui sont fixés pour vous montrer qu'est-ce que c'est l'homme tabou. Dans la salle, je pense que même si à travers le Congo ou l'Afrique, il y a des éclairages, mais nous avons un éclairage approprié grâce à la Fondation Basco qui nous a doté ici il n'y a pas plus de 6 mois. Et ici, chaque artiste, chaque grand maître a un instant où il va présenter ses objets au cas d'une visite. Ici, nous allons mettre le Kutaka, qui est dans ces scènes de vie quotidienne, on y danse, vendeur de poissons de la mer, on peut, les pêcheurs. Par contre, ici, nous avons celui que nous appelons Maître Nico Gerly. Il est dans effectivement chacun de nous puise ou alors influencé par sa vie quotidienne, comme ses dames, ses danseuses, une femme au marido, on fait se déployer des essais. C'est également les danses, les jumelles, tout ça c'est mettre son projet en main. Mais Djouba, vous avez maintenant dans un je suis dans les presses et retrouver Pierre Savonneau de Bazaki, créateur de la vie. Et dans la vie traditionnelle, j'aime bien ressortir ce qui est ancestral comme masque de danse et de cérémonie rituelle. Par contre, de ce côté, vous avez les pêcheurs, vous avez le roi Marco, toujours de moi, vous avez toute cette série de danseuses traditionnelles avec des tatouages pour montrer cette culture traditionnelle. Par contre, ici, vous avez Maître Sita Antoine, un artiste très particulier dans ses pointillés. On a l'impression qu'il sort de l'ordinaire. Vous avez une nature morte, Anana Panako. Vous avez une scène de pêche là-haut. Vous avez encore 3 scènes différentes. Donc voilà, ça c'est Maître Sita Antoine.
Par contre, à notre droite ici, nous avons Maître Foucault qui essaie de repliquer comment les premiers maîtres travaillaient dans cette série de couleurs. Vous avez cette série de masques Kébé, si vous avez déjà entendu parler de Kébé, c'est une des danses traditionnelles, sinon il y a tout aussi donc la Niger et l'Est. Et puis de ce côté, nous avons Maître Lodi qui travaille sur des petits groupes jusqu'à pouvoir monter une scène de vie quotidienne. Là, ce sont des tresses. Vous avez le masque Québec qui est sa région, vous avez le retour pour la pêche, où trois personnages détiennent dans leur main 300 dans la mer. Et quoi? Tout ça là, c'est de voilà, à peu près quelques promesses qui évoluent à l'école de Foucault. Ils sont ici il y a plus de 30 ans. Parce que toute la première génération ne vit plus, mais la toute dernière, c'est celle qui est là, avec les jeunes gens qui apprennent d'abord. Ceux qui sont là juste à 30 ans, au-delà de 30 ans, c'est ceux-là qui